Je vous propose de commencer tout de suite, hein, par l'intervention de Richard Ayoun. C'est pas celle qui est... C'est pas exactement. Ah. Qui s'intitule « Les Juifs d'Algérie, au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire ». Donc, communication qui sera suivie de celle de Mme Kerima Dieresh, dont le titre est relativement long. Quand les missionnaires rencontrent l'islam berbère, donc au XIXe siècle. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Richard Ayoun. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais donc vous présenter les Juifs d'Algérie au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire. Le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, lors de la commémoration du 2500e anniversaire de la ville de Constantine, l'antique Sirta, a déclaré, je cite, « Il y a lieu de signaler que les habitants juifs de la ville, et ils étaient nombreux, ont joué un rôle dans la préservation du patrimoine commun, coutumes, vêtements, art, culinaire et vie artistique. » Fin de citation. Ce renouvellement du passé juif d'Algérie a satisfait des Juifs originaires de ce pays. D'où cette déclaration de Jean-Luc Alouche qui est journaliste à Libération, je cite, « Ces simples mots sont et font beaucoup. Jusqu'à ce jour, l'Algérie nouvelle a ignoré avec superbe non seulement les pieds noirs, mais aussi ses Juifs, pour la plupart enfants du pays, avant même la grande conquête arabe du 7e siècle. Des raisons objectives expliquent ce fossé. Les historiens peuvent et doivent les mettre à jour. Cette Algérie que nous n'avons jamais cessé d'aimer, lors même qu'elle voulait nous nier, voilà que nous trouvons de nouvelles raisons de ne pas la rayer de nos vies. » Fin de citation. Dans l'idée évoquée que l'histoire de longue durée permet de comprendre l'histoire de l'Algérie, j'envisage d'abord le judaïsme d'Algérie des origines à la conquête française. Sur les origines des Juifs d'Algérie, il est à signaler que selon une tradition judéo-chrétienne, des Cananéens chassés de leur pays par les Hébreux s'étaient réfugiés en Afrique. Parmi ces Cananéens, d'après le Talmud, se trouvaient les Girgashites. Dans les ouvrages de l'historien byzantin Procope, il est dit que dans une cité de Numidie, où se trouve maintenant Tigisis, il s'agit de Haïn Borj, à 50 km au sud-est de Constantine, les Juifs construisirent une citadelle. Près d'une source, on peut encore voir 2 piliers de marbre sur lesquels est gravée une inscription en phénicien et en écriture phénicienne. Je cite cette citation, « Nous sommes ceux qui ont fui devant Josué, fils de Noun ». Fin de citation. Selon Flavius Joseph, lors de l'invasion de la Palestine par Ptolémée Ier en moins 301, 100 000 Juifs auraient été déportés en Égypte, d'où ils seraient passés en Cyrénaïque et ils seraient ensuite passés dans les pays d'Afrique du Nord. Avec l'occupation romaine, la renaissance du pays permet la croissance de la population sédentaire, surtout lors de l'immigration juive de masse. Cette immigration qui se produit dans la première moitié du IIe siècle avec les fugitifs de la répression qui frappe les Juifs de Cyrénaïque et d'Égypte, soulevés contre Rome. Lors de cette domination, la domination romaine, contrairement aux périodes précédentes, l'existence de plusieurs communautés juives est attestée dans le Maghreb central, par des textes et aussi par des documents archéologiques. Saint Jérôme, dans une de ses lettres, déclarait que les colonies juives formaient une chaîne ininterrompue depuis la Mauritanie à travers l'Afrique et l'Égypte jusqu'à l'Inde. Sous les Vandales, les rares témoignages que nous avons montrent que les Juifs sont nombreux au Maghreb central. Sous les Byzantins, les Juifs sont assimilés aux Ariens, aux Donastiques et aux païens, et on les traite de dissidents. En vertu des édits de 535 de Justinien Ier, ils sont exclus de toutes les charges publiques. Ils ne peuvent posséder d'esclaves chrétiens, d'où la faillite de propriétaires fonciers juifs. Les synagogues sont transformées en églises, par exemple la synagogue de Tipaza. La conquête arabe qui s'est faite de 688 à 708, on parle alors des Judéo-Berbères. C'est Ibn Khaldoun, dans son Histoire des Berbères, qui, évoquant la situation religieuse du Maghreb au moment de la conquête islamique, a fait une place importante à cet élément de la population nord-africaine, c'est-à-dire les Judéo-Berbères. Les Judéo-Berbères avant le 7e siècle. Ibn Khaldoun écrit, je cite, «
Une partie des Berbères professaient le judaïsme, religion qu'ils avaient reçue de leurs puissants voisins, les Israélites de la Syrie. Parmi les Berbères juifs, on distinguait les Djeraoua, tribu qui habitait l'Aurès et à laquelle appartenait la Kaena, femme qui fut tuée par les Arabes à l'époque des premières invasions. Les autres tribus juives étaient les Nefoussa, berbères de l'Ifriqiya, les Fendelaoua, les Medjouna, les Beloula, les Yata et les Faza, berbères du Maghreb al-Aqsa. Fin de citation. Du commencement du 8e siècle à la fin du 14e siècle, le Maghreb central connaît une instabilité politique incessante à cause des différentes sectes et aussi à cause des dynasties multiples. Pendant ces périodes, la vie des communautés juives est une vie assez obscure. Nous savons seulement qu'après l'épisode de la Kaena, le pays ne semble pas posséder de communautés juives actives. On constate une immigration juive d'Irak et aussi une immigration juive de la Syrie qui accompagne le grand courant migratoire de l'époque des masses musulmanes d'Orient, à cause, bien entendu, de la désertification des régions dont elles sont originaires. Avec les Almohades, berbères intégristes, voulant que l'islam soit la seule religion des communautés juives, sont anéantis. En 1142, c'est le cas des agglomérations du Sud. En 1145, c'est le cas de la communauté juive d'Oran. En 1146, de la communauté de Tlemcen. Et d'ailleurs, nous avons une élégie du fameux poète juif Abraham ibn Ezra qui relate en montrant le terrible choix que doivent faire les Juifs entre l'apostasie et la mort. Et en 1147, il y a la destruction de la communauté juive de Bougie. Après ces persécutions, nous savons bien peu de choses sur la renaissance du judaïsme et sur la vie des communautés actives jusqu'à l'arrivée des Espagnols, c'est-à-dire à l'arrivée des Espagnols qui date de 1391. Ces Juifs espagnols s'établissent principalement à Alger, à Oran, à Constantine, à Mostaganem, à Miliana, à Bougie, à Ténès et aussi à Tlemcen. Les Juifs espagnols constituent à leur arrivée des groupements à part. À Alger, par exemple, les Juifs indigènes étaient appelés les porteurs de turbans. Les judéo-espagnols, on les appelle les porteurs de capuches ou les porteurs de bérets. À l'époque turque, il est de tradition d'insister sur le rôle important des Juifs livournais dans le grand commerce. À part quelques familles qui ont acquis de la fortune par leur activité commerciale, la grande masse des Juifs croupit dans une noire misère et s'adonne à tous les métiers possibles. D'après le témoignage du révérend père Pierre Danes, qui a séjourné à Alger entre 1634 et 1635, je cite, « Il en est qui vendent des objets par les rues, portant au bras des corbeilles ou des boîtes, criant « Qui veut acheter ?» D'autres sont tailleurs, bijoutiers au corail ou épiciers. » Fin de citation. Rembinder, qui est un historien allemand, a séjourné à Alger au XVIIIe siècle et il remarque que, dans une rue sale, près du palais du Dey, il y a des deux côtés des boutiques où des Juifs uniquement travaillent l'or et l'argent. La plupart travaillent pour la monnaie d'ici. Leur travail est artistique et joliment orné. Fin de citation. Sous la domination turque, il y a en Algérie un renouveau d'études talmudiques, comme le montrent plusieurs recueils de consultations. Les rabbins transcrivent des poésies synagogales en hébreu ou ils transcrivent des poésies synagogales en judéo-arabe. Citons les rabbins les plus importants. Il y a d'abord le fameux Isaac Aboulker, qui était rabbin d'Alger, qui s'occupe aussi de commerce, puisqu'il était le correspondant d'Aaron Amar, qui était banquier à Oran. Il y a Judas Yash, qui était juge à Alger de 1728 à 1756. Il a publié à Livourne en 1745 un commentaire sur Maïmonide intitulé « Lechem Yehuda », c'est-à-dire « le pain de Judas ». En 1746, il fait paraître un recueil de consultations intitulé Bet Yehuda, c'est-à-dire la maison de Judas, dans lequel il insère les coutumes d'Alger. Neochai Azoubib fut lui-même rabbin d'Alger. Il composa notamment des prières pour l'anniversaire du second Purim d'Alger, que la communauté institua les 10 et 11 Tammuz pour célébrer l'échec de l'expédition du comte Aurélie contre Alger le 1er juillet 1775. Saadia Chouraki de Tlemcen au XVIIe siècle est l'un des premiers au Maghreb à écrire un traité de mathématiques. Ce fameux traité a pour nom Moné Mispar, c'est-à-dire le calculateur du nombre, et cette œuvre a été achevée en 1691.
Cette œuvre était destinée à enseigner cette science en hébreu aux étudiants de la communauté juive de Tlemcen. Ce mathématicien a écrit des œuvres de théologie, d'exégèse et de poésie. Maintenant, j'envisage les Juifs à l'époque française. Dans les plans de la conquête d'Alger, les Juifs sont considérés comme des auxiliaires précieux. Les lumières et aussi les lumières, on dit les lumières et les connaissances. Ils devaient fraterniser et fondre les intérêts des deux nations. Des Juifs de Marseille, réfugiés à la suite du massacre du 28 juin 1805 à Alger, sont engagés comme interprètes. L'approche des Français jette la consternation au sein de la communauté juive. Cette communauté qui craint de subir un assaut des chrétiens comparable à celui des Espagnols du Moyen Âge. Ainsi, le 29 juin 1830, l'avant-garde de l'armée française voit s'enfuir devant elle les premiers Juifs rencontrés sur les pentes de la Bouzarea. Un témoin raconte, je cite, qu'une fois rattrapés et se croyant perdus, ceux-ci tremblaient comme la feuille, ils demandaient grâce. Fin de citation. Cette attitude d'appréhension envers l'occupation française explique que des Juifs auraient lutté avec les musulmans contre les Français à la Gouate dans le sud algérien. Mais, très souvent, les Juifs se réjouissent de l'arrivée des Français. À Alger, ils s'agenouillent dans les rues, embrassent les soldats, et les notables Bakri et Durand, j'insiste bien sur ce nom Durand, on voit bien l'origine française de ces rabbins, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont quitté le Gers au XIIe siècle, se sont installés du côté dans la région de Barcelone au XIVe siècle et qui, après 1391, se sont établis à Alger. On voit bien donc l'origine française de cette famille. Donc, les notables Bakri et Durand se mettent au service du maréchal de Bourmont, ministre de la guerre. De même, les Juifs accompagnent l'armée française au cours de ses retraites stratégiques, comme par exemple le 26 novembre 1830 avec les troupes de Clausel. À Oran, les Juifs participent également à la résistance contre les différents assauts au cours de l'année 1833. Un peu plus tard, le chef de la nation juive déclare à des officiers français « N'est-ce pas nous que nous défendions en défendant la France ?» Fin de citation. Le 5 juillet 1830, en présence du maréchal de Bourmont, le Dey Hussein signe la capitulation. Cette capitulation devient la charte de tous les indigènes de l'Algérie. À l'article 5, il est écrit, je cite, « La liberté des habitants de toutes les classes, leur religion, leur propriété, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte. » Toutefois, pour porter le judaïsme d'Algérie à un état meilleur, le gouvernement français crée en 1839 une commission qui élabore un projet d'organisation du culte et de l'instruction. Cette organisation du culte liquide ainsi définitivement les derniers vestiges de l'autonomie juive en Algérie. L'ordonnance du 9 novembre 1845 marque la transformation de l'organisme politique qu'était le Conseil hébraïque en une institution religieuse. Cette ordonnance crée un consistoire algérien, ce consistoire siège à Alger, et aussi cette ordonnance crée des consistoires à Oran et à Constantine. Leur organisation ne se distingue point de celle des consistoires de la France métropolitaine. L'émancipation législative, judiciaire et administrative des Juifs d'Algérie, cette émancipation va de pair avec leur assimilation culturelle et leur assimilation sociale. La jeunesse juive fréquente de plus en plus les établissements d'enseignement français et parle couramment la langue française. En 1860, le costume juif n'a pas beaucoup changé, mais les Juifs portent maintenant les couleurs qui leur plaisent. Dans les années 1860-1870, surtout dans les grandes villes, les enfants sont de plus en plus habillés comme les enfants européens. Les jeunes gens et jeunes filles qui portent l'ancien costume oriental sont de plus en plus rares. Quant au niveau social, de la grande masse des Juifs d'Algérie, il ne s'élève que lentement. La majorité continue à tirer du petit commerce et de l'artisanat ses principales ressources. Ils pratiquent les métiers traditionnels tels que tailleurs, brodeurs, horlogers, chaudronniers, tisserands et orfèvres. Cependant, plusieurs riches familles juives d'Algérie concentrent entre leurs mains le commerce des laines, le commerce des tissus, des étoffes, notamment les étoffes indigènes, du blé, du sucre et des produits coloniaux.
Leurs descendants forment une couche d'intelligentsia juive parfaitement assimilée à la civilisation française. La volonté constante d'assimilation change complètement l'aspect de la vie juive. Avec la disparition du quartier juif, disparaissent peu à peu les images pittoresques, mais aussi les images archaïques de l'artisan juif dans les villes d'Algérie. Le commerce juif abandonne ainsi son caractère purement oriental pour accepter les manières et les usages français. Sur le plan juridique, les Juifs d'Algérie demandent leur intégration à la France, notamment lors des 2 voyages de Napoléon III en Algérie, c'est-à-dire en 1860 et en 1865. Au cours du déplacement de 1865, en réponse à l'allocution de bienvenue du grand rabbin d'Oran, le fameux Maïr Charleville, l'empereur déclare, je cite, « J'espère que bientôt les Israélites algériens seront citoyens français ». Cette promesse aboutit au Senatus Consulte du 14 juillet 1865. Ce Senatus Consulte permet aux Juifs et aux musulmans de solliciter individuellement la citoyenneté française. La naturalisation collective est attribuée grâce à Adolphe Crémieux, ministre de la Justice, le 24 octobre 1870, par le décret qui porte son nom. L'exécution du décret Crémieux se heurte à des difficultés d'application pour les aspects pratiques qui en résultent. Les 2 inconvénients les plus sérieux que présente l'application du décret Crémieux résident, d'une part, dans le fait que, en apparence, l'introduction de ces nouveaux électeurs modifie la majorité électorale dans certaines localités, et d'autre part, les Juifs sont admis sur les listes des jurys qui servent au recrutement. On reproche aux Juifs de constituer et de continuer à former un corps à part. On leur reproche aussi de porter toujours d'un seul côté, sous l'influence de leurs chefs religieux, toutes les forces dont ils disposent. Ce décret provoque une violente réaction des milieux traditionnellement antisémites, ces milieux qui se manifestent surtout à l'époque de l'affaire Dreyfus. L'extrême droite, avec à sa tête Édouard Drummond, qui a été évoqué ce matin, décide d'exiger par les moyens légaux et même par la violence, s'il le faut, la révision du décret Crémieux. Les radicaux anti-juifs s'emparent des municipalités, comme à Constantine en 1896 avec l'avocat Morino, ou à Oran en 1897 avec le pharmacien Godard. En cette année 1897, on rend les Juifs responsables du chômage. On dit qu'ils s'enrichissent aux dépens des chrétiens et aussi aux dépens des musulmans. Entre les 2 guerres mondiales, sur le plan démographique, comme les Juifs d'Europe et d'Amérique, les Juifs d'Algérie ont dû s'adapter à l'urbanisation. En Algérie, les clivages entre Français et Arabo-Berbères sont évidents. La population française est elle-même stratifiée, regroupant des Français métropolitains, des émigrés espagnols, italiens, maltais, naturalisés français et bien entendu aussi des Juifs. Lors de la période de la colonisation française, la communauté juive d'Algérie s'accroît de 15 000 à 17 000 personnes. Elle atteint 15 000 à 17 000 personnes, c'est le nombre en 1830. Elle serait passée aux environs de 150 000 avant l'indépendance de l'Algérie. De 1851 à 1921, l'administration française s'efforce de recenser la population israélite des villes et des autres agglomérations. Mais ces chiffres ne comprennent pas les populations des territoires du Sud, ni les Juifs dispersés en milieu rural. Le principal agent de la francisation est l'école. Sur les bancs de l'école, petits Juifs, petits chrétiens et petits musulmans se côtoient. Parfois, des amitiés se nouent. Pour éviter des tragédies comme les émeutes de Constantine au mois d'août 1934 contre les Juifs, se crée en 1935 l'Union des croyants monothéistes, et cette Union des croyants monothéistes regroupe des chrétiens, des musulmans et des Juifs. À partir de 1936, à la suite d'encouragement et de soutien de Juifs comme Élie Gozlan aux revendications politiques des musulmans, ces indigènes se manifestent contre l'antisémitisme. Globalement, les doctrines racistes antisémites proposées par les anti-juifs aux musulmans n'ont pas été acceptées par les musulmans. Comme l'a écrit l'avocat Ahmed Boumendjel,
représentative des milieux musulmans qui revendiquent de profondes transformations politiques en Algérie au député Jean-Pierre Bloch, les musulmans, je cite, ne peuvent raisonnablement se ranger aux côtés de ceux qui tentent de pratiquer une politique raciale alors qu'eux-mêmes sont quotidiennement frappés au nom du racisme. Fin de citation. Le conflit lors de la guerre d'Algérie, qui oppose les Français et les Algériens musulmans, est ressenti avec un grand regret. D'une part, les Juifs ont des attaches avec les Français qui leur ont permis de bénéficier de la civilisation française. Et puis, ils sont fiers d'être Français, car la France a émancipé les Juifs politiquement, socialement et aussi sur le plan culturel. D'autre part, les Juifs ont des liens avec les Arabes et avec les musulmans en général. Ils ont un passé commun, une communauté de langue, une communauté de psychologie, d'attitude de pensée et aussi une communauté de vie. Partenaires commerciaux, participant aux mêmes fêtes et ayant le même goût pour la musique andalouse, les Algériens musulmans vivent avec les Juifs dans une proximité réciproquement consentie. Le lien le plus puissant est l'égale passion qu'ils ont pour ce beau pays. Au début, les deux camps les laissent à l'écart des objectifs que vise leur opération militaire. Généralement, les victimes juives tombent parce qu'elles appartiennent à l'un ou à l'autre camp. Le 1er octobre 1956, le FLN, dans une lettre au grand rabbin d'Algérie, demande à la communauté israélite d'affirmer d'une façon solennelle son appartenance à la nation algérienne. Cette lettre porte le nom d'appel de la Soumam. Le FLN est convaincu que les responsables juifs d'Algérie, qui se sont, lors du récent congrès juif mondial, prononcés pour la citoyenneté française, comprendront qu'il est de leur devoir et de l'intérêt bien compris de toute la communauté israélite de ne plus demeurer au-dessus de la mêlée, de condamner sans rémission le régime colonial français agonisant et de proclamer leur option pour la nationalité algérienne. Le Comité juif algérien d'études sociales, le CJAES, répond à la fin du mois de novembre 1956 que la collectivité israélite d'Algérie ne constitue pas une entité politique et que toute prise de position ne peut être que strictement personnelle. Cependant, le CJAES appelle à un règlement pacifique de ce conflit douloureux. De nombreux juifs meurent à la suite d'attentats du FLN, ce qui explique l'engagement de certains juifs parmi les partisans de l'Algérie française et aussi de l'engagement de certains juifs dans l'OAS. Ces juifs participent à la semaine des barricades du 24 au 31 janvier 1960 aux côtés des partisans de l'Algérie française. Toutefois, la majorité de la population juive des villes reste dans l'expectative, espérant encore que la voie libérale ou la voie fédérale ou autre permettra de sortir du cauchemar. Mais ce qui bouleverse les Juifs et provoque un mouvement irréversible, c'est le 12 décembre 1960, le saccage de la grande synagogue d'Alger, située au cœur de la Casbah. Des inscriptions « Mort aux Juifs » surmontées de croix gammées s'étalent sur les murs. À Oran, le cimetière juif est profané en 1961, le jour de la nouvelle année. Le 11 septembre 1961, Henri Choukroun, coiffeur ambulant, est tué d'un coup de poignard planté dans le dos, alors qu'il va à la synagogue. Il s'ensuit un affrontement entre la communauté musulmane et la communauté juive sans que l'identité de l'assassin soit connue. Lors des pourparlers de paix entre la France et le FLN en 1961, dans les discussions préalables, certains agitent l'idée que les Israélites, en raison de leur indigénat et de leur profonde assimilation à la France, auront un rôle spécial à jouer dans l'Algérie future et être le médiateur idéal entre la France et l'Algérie. Le FLN refuse d'étudier cette idée et proclame qu'en Algérie, il ne doit y avoir qu'un seul peuple sur un seul territoire. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. La France admet l'indépendance de l'Algérie. Les Français, ne voulant pas rester en Algérie, seront rapatriés, même s'ils sont descendants d'immigrants européens venus d'autres pays que la France, comme l'Espagne, l'Italie ou Malte.
les Juifs sont assimilés à cette catégorie. De Gaulle s'étant prononcé à leur sujet grâce à l'intervention de l'amiral Louis Kahn qui est le président délégué de l'Alliance israélite universelle. Louis Kahn entreprend une démarche auprès du général afin que le gouvernement français admet que l'idée que les Israélites ne constituent pas en Algérie une communauté à part et que leur destin est étroitement lié à celui des Européens. Je vous remercie.